Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis comme chaque vendredi ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, le 117e aujourd'hui, après une semaine un petit peu compliquée, voire cocasse. Je vous avais indiqué la semaine dernière que je devais prendre part à un trail semi-nocturne dans la commune de Bonneval, mon village natal, donc ça c'était samedi soir. Mais je me suis aperçu vendredi après-midi que les inscriptions étaient clôturées et en fouillant un petit peu dans le règlement, il n'y avait pas d'inscription possible sur place. Et malgré de nombreux contacts dans l'équipe d'organisation, étant Bonnevalais de naissance, aucun passe-droit ne m'a été accordé, donc j'ai dû me résoudre à réaliser ce trail en off, 2 jours, alors trail qui n'était pas si facile que ça parce qu'il y avait des passages vraiment très escarpés, mais avec un panorama magnifique sur l'ensemble des monuments et sur les sites un petit peu emblématique de cette petite Venise de la Beauce. Donc moi je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour y prendre part, mais pour cette année c'était totalement loupé, voire totalement raté, ce qui m'a valu la risée de certaines personnes sur les réseaux qui m'ont affublé le surnom de Jean-Michel Faux Départ. Alors, j'ai enchaîné une séance, 2 séances jusqu'à mardi. Et puis mercredi soir, quelques frissons, quelques maux de tête, quelques reniflements. Et oui, ça y est, il est arrivé à la maison. Le Covid, après lui avoir échappé pendant près de 2 ans, m'a finalement rattrapé. C'est lui qui a gagné la course et je serai encore donc absent d'une ligne de départ. C'est pas du tout ce que j'avais prévu. Si on remonte à l'épisode donc sur l'organisation et sur les conseils que je vous donnais, là on est totalement dans l'imprévu. Donc il va falloir composer avec cette période de repos, d'isolement, ce qui me rend un petit peu chafouin parce que j'étais reparti sur de bonnes bases en cette rentrée 2022, mais qu'à cela ne tienne, des objectifs, il y en aura d'autres et il faut garder la motivation et je vais pas dire rester positif, mais au moins prendre cette nouvelle avec philosophie. Alors si vous aussi, vous avez été frappé par le Covid, j'attends vos commentaires, vos conseils, vos remarques. Ça se passe sur les réseaux, Facebook, Instagram, je vous attends, car de fait, je vais être un petit peu plus disponible pour échanger avec vous sur les jours à venir. Et s'il ne te restait que 10 ans de liberté, 10 ans à courir, à gambader avant d'être cloué dans un fauteuil roulant. C'est l'annonce faite par le corps médical à mon invité du jour. Anaïs est une jeune femme de 32 ans qui croque la vie à pleines dents. Un sourire jusqu'aux oreilles, du dynamisme à revendre. Elle a découvert la course à pied il y a 10 ans, sport qui aujourd'hui fait partie de son quotidien. Mais il y a autre chose qui l'accompagne jour après jour. C'est la spondylarthrite ankylosante. Après des années de souffrance et d'errance médicale, le diagnostic a enfin été posé. Ce mal qui rongeait Anaïs est désormais connu. Et pour lutter contre cette maladie inflammatoire, que l'on ne voit pas de l'extérieur, la pratique du sport et de la course à pied en particulier sont des alliés. Après 8 marathons, 11 semi-marathons, Anaïs vient à Copenhague le week-end dernier d'accrocher son meilleur chrono sur 21 km. Plus elle bouge, plus elle parcourt de kilomètres et moins elle pense à ce fauteuil qu'on lui prédisait. Avec cette énergie qui la caractérise, elle transmet ses bonnes ondes à toute sa communauté qui la suit sur les réseaux, mais qui la nourrit. Merci à toi Anaïs de t'être livrée avec beaucoup de sincérité, d'enthousiasme, d'énergie sur ta maladie, sur son évolution, sur ce que tu vis au quotidien. Alors moi je vous laisse en compagnie d'Anaïs Manière courir pour lutter contre la spondylarthrite. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne écoute à vous. Bonjour Anaïs, merci d'être l'invitée du podcast. Alors aujourd'hui, on franchit la Manche, direction Dublin. Merci d'avoir accepté l'invitation. Quel temps il fait du côté de l'Irlande aujourd'hui ? C'est un temps vraiment typique, je dirais. Aujourd'hui, c'est un temps très très typique. Pourtant, on a eu une canicule aussi cet été, mais aujourd'hui là, il pleut là. Ouais.
Alors, je vais te laisser te présenter, Anaïs, pour nous dire qui tu es, d'où tu viens et quel est ton lien avec le monde du sport. Et puis on abordera après la problématique de cet épisode avec une pathologie qui te frappe depuis de très nombreuses années, mais qui ne t'empêche pas, au contraire, de bouger et de pratiquer le sport. Je te laisse la parole pour te présenter dans un premier temps. Alors, moi, je suis Anaïs, j'ai 32 ans, je vis à Dublin depuis 2017. Avant, je vivais à Brest, donc en Bretagne, donc le temps, la météo ne me change pas grand-chose, il faut l'avouer. Je suis infirmière de base, mais j'ai récemment démissionné. Et voilà, j'aime beaucoup le sport. J'ai commencé vraiment à faire du sport quand j'ai commencé à être infirmière en 2011. C'était un peu mon passe-temps pour libérer un peu toutes les tensions du quotidien. Et puis voilà, la course à pied, c'était depuis à peu près 7 ans, je dirais. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui fait que tu as démissionné de ce si beau métier d'infirmière? À l'image de la France, de ce qu'on connaît dans nos hôpitaux, en Irlande, il se passe exactement les mêmes problématiques avec ces tensions dans le domaine médical. Tout à fait. Mon métier, je l'aime de tout mon cœur, hein. Je vais regretter de ne pas faire ce métier, mais je ne peux pas le faire dans ces conditions où le patient, pour moi, passait au second plan. Il fallait d'abord faire les économies, faire en sorte de bien suivre ci et ça, alors que le patient, passait en second plan et je ne pouvais plus en fait faire ça comme ça, dans ces conditions. Tu t'en es rendu compte toi-même, ce burn-out, ce précipice vers lequel ton métier t'emmenait, te conduisait jour après jour et qui ne collait plus forcément avec les valeurs que tu avais quand tu as enfilé la première fois ta blouse blanche. Ouais, je me posais déjà des questions depuis 2-3 ans. Puis bon, il y a eu le Covid. Ça a pas aidé puisque on était vraiment en flux tendu tout le temps au niveau personnel. On a dû faire des trucs qu'on n'avait pas été formé pour. Moi, je travaillais au bloc opératoire. Je me suis retrouvée à faire d'autres services comme tout le monde, hein, pour aider. Mais bon, voilà, c'est pas forcément facile. Et dans des conditions, à flux tendu tout le temps où nous, on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de s'arrêter. On se rend compte le soir quand on rentre chez nous, oh tiens, je suis toujours pas allée aux toilettes aujourd'hui, c'est dingue. Enfin, ça pouvait plus quoi. Et j'ai déjà été en arrêt 2 fois pendant les 2 ans pour burn-out. Et là récemment, j'ai dit non, stop, faut que ça s'arrête. Mais je voulais pas quitter ce métier qui est ma passion. J'ai toujours voulu faire infirmière, toujours voulu faire infirmière de bloc opératoire. Mais trop, c'est trop. J'étais plus heureuse. J'arrivais plus à prendre soin de mes patients comme moi je le voulais, puisque je prenais plus soin de moi. Et du coup, il a fallu arrêter. La décision, je l'ai faite avec mon fiancé, mais la décision elle-même, je l'avais déjà prise. Il fallait juste que ce soit possible financièrement, logistiquement parlant, etc. Donc ouais, voilà, c'est fait. Donc c'était un choix pour toi de te retrouver à Dublin ou c'est justement ce fiancé qui t'a ramené dans ses filets de Brest jusqu'à Dublin? Ouais, c'est grâce à mon fiancé que je suis arrivée en Irlande. On s'est rencontrés en France en vacances à Serre-Chevalier, vacances de ski. Et longue distance pendant 1 an. Et puis j'ai déménagé à Dublin après 1 an et voilà, et c'est trop cool. Quelle est la particularité de cette ville de Dublin par rapport à la France? Il y a peut-être des choses qui te manquent. Alors, je dirais que les choses qui me manquent, ça va être par exemple les soirées en terrasse. C'est vrai qu'à Dublin, il n'y a pas beaucoup de terrasses pour aller boire un petit verre de blanc à la fin du boulot. Il y a pas. Par contre, il y a les pubs et ça, c'est cool. Les pubs avec la musique, le whisky, l'ambiance, c'est vraiment différent et c'est très chouette. Et c'est vrai que les Irlandais sont très, très, très accueillants. Ça se passe bien du côté du mois de février-mars quand il y a le tournoi des Nations en rugby ou ça se chicore un petit peu? Non, ça se passe plutôt bien en général. Ça se passe même très très bien. C'est bonne ambiance. C'est bonne ambiance. Alors, la course à pied, outre-Manche, comment tu la pratiques? Tu le disais, ça a été un bon moyen pendant de nombreuses années pour toi de te défouler après le travail, après les longues journées à l'hôpital. Pourquoi tu cours? Qu'est-ce que ça t'a apporté en plus d'un sas de décompression après de longues journées à l'hôpital? Alors, la toute première fois que j'ai couru, c'était vraiment pour perdre du poids. Et
ensuite, quand je m'y suis mise plus sérieusement, on va dire, je suis allée courir en me disant bon, aujourd'hui, je sais pas quoi faire. En gros, je m'ennuyais et je me suis dit bon ben, je vais aller courir. Faut que j'arrive à courir 40 minutes. Et puis j'ai bien aimé. J'y suis allée sans musique parce que je savais pas trop comment j'aimais courir et je sais pas. J'ai pensé à plein de trucs. Je me sentais super bien et ouais, c'est parti comme ça en fait. Ça a été vraiment un sas de décompression où j'arrivais à penser et en même temps à ne plus penser. C'est très bizarre, enfin un peu un moment où c'est mon moment à moi. Ce qui se passe quand je cours reste au moment où je cours, quoi. Je reviens des fois, je me souviens pas du tout ce à quoi j'ai pensé pendant que j'ai couru, mais ça m'a fait bien d'y penser à ce moment-là. Enfin ouais, c'est très bizarre. C'est un peu une capsule spatio-temporelle quand je cours. Et tu t'es lancée seule parce que 40 minutes pour commencer, c'est pas une petite sortie. Ouais, je me suis lancée seule. Je me suis lancée seule. Je crois que, en fait, il me semble que j'étais de garde en fait le soir du Nouvel An, le 31. Du coup, je suis pas sortie ni rien. Tous mes copains, du coup, le lendemain, ils étaient tous morts, évidemment, le 1er janvier. Et je me suis dit bon ben, allez, je vais courir. Et je me suis dit ouais, dans ma tête, je m'étais mise 40 minutes. Après, j'étais pas sûre que j'allais tenir 40 minutes. Clairement, j'avais pas de montre à ce moment-là. J'avais juste mis le chronomètre sur mon téléphone. Enfin. Voilà, c'était vraiment histoire d'eux et je me souviens, j'ai juste fait ça sur une piste à 2 minutes de chez moi, au cas où j'arrête avant les 40 minutes et puis ben j'ai continué quoi. Et c'était cool, c'était très cool. Donc tu n'as pas été découragé après cette première sortie, tu as continué et tu as vraiment trouvé du plaisir au fur et à mesure des sorties ou ça a été long à venir parce que quand on débute, il y a parfois un petit côté décourageant, on trouve que la course à pied c'est difficile, on a le souffle court, le cardio qui monte très rapidement. Alors en tant qu'infirmière, je pense que tu devais le surveiller, mais il faut franchir ce cap de dire je cours et ensuite je prends du plaisir. Je pense qu'en fait comme j'y suis allée vraiment en notion de je vais courir pour le plaisir, je me suis pas mis de pression du tout, j'avais pas de montre qui me disait attention, tu vas trop vite, attention, tu vas trop lentement. Enfin, j'avais aucune notion de tout ça. Je me souviens partir avec mon chronomètre. Si à un moment, je me suis acheté une montre quand même, mais c'était une montre qui faisait chronomètre plutôt que d'avoir mon téléphone, parce que parfois, j'oubliais d'éteindre mon chronomètre sur le téléphone. En gros, c'est la seule raison pourquoi j'étais allée acheter une montre chronomètre. Et je me souviens à me dire bon, je vais courir là, comme ça, c'est plus simple. Après, je vais aller sur Mappy et regarder combien de kilomètres j'ai fait. J'avais aucune notion. Je partais pour partir et je revenais à ma voiture ou je revenais chez moi. C'était 100% plaisir et je me souviens ne jamais avoir eu de sensation de me dire c'est horrible. C'est horrible. Jamais. J'ai jamais eu cette sensation-là au début en tout cas. C'est plus après quand j'ai commencé à vraiment m'entraîner et que j'ai commencé à me pousser et que là ça a été plus compliqué. Mais au début, je me souviens pas avoir souffert de ça du tout. Est-ce que tu étais équipée? Parce que si je fais référence à une invitée que tu connais, Laure, elle était partie avec des Converse aux pieds. Est-ce que tu étais un petit peu mieux équipée que Laure? C'est un petit clin d'œil à travers cet épisode-là. On ne sait pas trop au démarrage quand on débute que vrai. Porter, comment se chausser, comment aborder finalement le côté matériel. Tu avais déjà peut-être une expérience du sport ou c'était vraiment pour toi cette expérience en course à pied les premiers moments de sport de ta vie? Ou est-ce que plus jeune, tu avais déjà pratiqué des activités? Alors plus jeune, non, j'étais pas forcément... le sport, c'était... peu importe quoi, ça me changeait pas ma vie. Si je devais en faire, ça me dérangeait pas. Si je devais pas en faire, ça me changeait pas ma vie, ça m'affectait pas quoi. Et par contre, à Brest, j'ai trouvé un club de roller derby et j'ai commencé à faire ça. J'ai fait du roller derby pendant 2 ans. Donc je faisais pas mal de roller, enfin c'était 4 entraînements semaine, on faisait de la muscu aussi, du coup parfois on courait. Et c'est comme ça du coup que j'avais je suis allée chez Decathlon, j'ai pris des chaussures accessibles financièrement et celles qui me plaisaient à niveau couleur quoi en gros, et du coup c'est ce que j'avais des Kalenji premier prix qui étaient très bien pour commencer, et c'est comme ça que j'ai commencé en fait. C'est pour ça que j'ai couru aussi, c'est que je pouvais plus faire de roller derby suite à une entorse du genou et que fallait que j'attende encore quelques temps avant de pouvoir rechausser des patins, et j'avais quand même le droit de marcher ou de courir après un temps avant de remettre mes patins, et c'est là que je me suis dit allez, j'essaye, et que j'ai aimé. Donc
Donc les rollers sont restés au placard et les chaussures, elles ont continué à t'accompagner avec de plus en plus de sorties. Enfin, tu as rapidement augmenté les distances, le temps également de course avec chaque semaine un rythme. C'était rentré dans ton quotidien. Ouais, c'est ça. En fait, au début, j'allais courir une fois le dimanche matin ou une fois le samedi matin, une fois le week-end. Et c'était tout. Et j'allais à la salle de temps en temps. Toujours dans l'esprit où je voulais reprendre le roller derby. Bon, après, j'ai pas pu puisque mon dos s'est dégradé. Du coup, voilà, j'ai dû arrêter le roller derby. Et c'est là que je me suis dit, allez, je vais m'y mettre un peu plus à courir. Et j'avais des copains qui couraient par-ci, par-là. Du coup, on s'est dit, allez, on s'inscrit, on fait un trail. Un trail, c'est quoi un trail? Enfin, aucune idée de ce que c'est. Non, mais on n'a qu'à faire un trail. C'est un trail pour une association, 6 kilomètres au bord de mer. Ouais, ok, pourquoi pas. Et ça a été ma toute première course. C'était un trail, les pieds dans l'eau, dans le Finistère, et c'était très cool. Et après ça, du coup, je me suis inscrite à d'autres courses et j'ai commencé à courir un peu plus, à me dire, oh là, j'ai pas envie de souffrir, j'ai envie de faire un truc pas trop mal. Je sais pas trop ce que c'est pas trop mal, mais je sais pas, j'ai envie de me pousser un peu. Et ouais, c'est comme ça que ça a commencé, ouais. Donc le virus avait piqué l'infirmière et la course à pied aujourd'hui, si j'en crois tes stats, hein, tu me le disais en off, c'est 11 semi-marathons et 8 marathons. Donc pour quelqu'un qui au départ courait pour le plaisir, aujourd'hui accrocher les dossards, c'est quand même ce qui te pousse. Tu as besoin de cet objectif aujourd'hui pour aller courir? J'ai pas forcément besoin de cet objectif, mais c'est vrai que c'est sympa d'avoir un objectif quand même pour courir et pour se pousser un peu. Et je fais partie de la team Brooks ambassadeur, comme Laure, et c'est vrai que parfois c'est les copains qui sont là, moi je fais ce semi-là ou moi je fais ce marathon-là, on s'y retrouve. Bon, oui, carrément. Alors que c'était pas du tout prévu, mais c'est chouette, c'est cool, c'est une belle ambiance, c'est très très chouette. D'un sport individuel, tu as réussi à, on va dire, fédérer autour de toi d'autres coureurs avec lesquels tu peux partager ces courses en France ou également à l'étranger. Enfin, vous vadrouillez un petit peu à droite à gauche? Ouais, partout. L'année dernière, je suis allée faire le marathon de Valence et il y avait Stéphanie avec moi de la team Brooks. On s'est inscrite, elle a fait son marathon de son côté, j'ai fait mon marathon de mon côté, mais on était dans le même Airbnb, on est allé au départ, on s'attendait à l'arrivée, enfin elle m'a attendu, moi j'étais un peu plus lente qu'elle, mais du coup c'est vraiment trop chouette. Après on a eu au mois de mai dernier, on a eu le semi-marathon de Genève, ouais c'est pareil, il y avait Stéphanie, il y avait Kevin, et c'était juste génial. On était tous au même endroit. Ils m'ont attendu à la ligne d'arrivée. Ils ont pleuré avec moi à la ligne d'arrivée. Enfin, c'est vraiment. J'ai fait ma course seule, mais pas seule en fait. C'était incroyable. C'est incroyable. Ouais. Quelle serait aujourd'hui, Anaïs, la course la plus chouette, la plus sympa, celle que tu gardes vraiment comme un de tes meilleurs souvenirs en course à pied? Le marathon de Dublin en 2018. J'ai mes copines que je m'étais faites pendant la Sénégazelle, que j'avais fait en 2018 justement, qui m'ont dit allez, on vient pour le marathon, et du coup ils sont tous relayés et ils ont tous couru avec moi un bout du marathon, et c'était juste génial, une super ambiance. On était tous ensemble, on était une dizaine. On est sortis, on a visité Dublin alors que mes jambes elles en pouvaient plus. Enfin, c'était juste parfait. Et c'est vrai qu'en plus le marathon de Dublin, il a une particularité, c'est qu'il y a aucun ravito solide, c'est que des ravitaux eau ou gel. Que du liquide, hein, on est à Dublin, sans doute. Voilà, que liquide. Il n'y a pas de bière, attention. Il n'y a pas de bière, d'accord. C'est à l'arrivée. Mais voilà, et ce qui fait que les gens le savent, les supporters le savent, il n'y a pas 100 mètres des 42 kilomètres où il n'y a pas des supporters tout le long de la route, des gens qu'on connaît pas, qui te voient marcher, qui disent allez, et ils se mettent à courir avec vous alors qu'ils sont en jupe et en talons. Enfin, on a vu des nanas qui étaient là, allez, qui avaient des paquets de Haribo, allez, vas-y, prends un bon. C'est incroyable. Des gens qui sortent de chez eux, ils ont leurs enceintes, qui mettent de la musique. C'est une ambiance qui est indescriptible. Pourtant, c'est un marathon qui est difficile. Enfin, il n'est pas plat du tout. C'est vallonné de fou. Mais il y a du monde partout. Et en plus, la barrière horaire est quand même assez longue. Je crois qu'on a 8 heures pour
pour compléter le marathon. Il me semble qu'après les 8 heures, l'arche est démontée, etc. Mais que si on arrive à 7h59, on est quand même dans le classement, ce qui est rare pour les marathons. En général, la barrière horaire, c'est 6h30, 7h maximum. Donc, c'est chouette. C'est très, très chouette. Donc, on est sur un marathon vert. On voit les beaux paysages de l'Irlande ou ça reste vraiment intramuros? Alors, les tout premiers kilomètres, en fait, on part vraiment du centre-ville de Dublin. Ensuite, on visite un peu, on va vers la Guinness, vers les entreprises Guinness. Donc, on voit là où ils font la Guinness, on voit tous les fûts qui nous attendent pour l'arrivée. Et ensuite, on part sur Phoenix Park, qui est un peu le Central Park de Dublin, où il y a des cerfs en liberté, etc. Il y a le zoo, etc. Je me souviens, la dernière fois que je l'avais fait, les employés du zoo, ils étaient tous déguisés en animaux. Donc, il y avait des éléphants gonflables, des dinosaures gonflables sur le côté en train de nous applaudir. C'était très cool. On fait une bonne partie dans Phoenix Park. Je crois qu'on fait pas loin de 15-16 kilomètres dans Phoenix Park. Ensuite, on sort et on retourne. On fait un peu le tour des quartiers, un peu huppés de Dublin. Et ensuite, on rentre sur Dublin. Ouais, c'est pas forcément les dernières parties sont pas forcément on va dire entre le 33e et le 38e kilomètre, c'est pas génial, mais en fait, comme il y a tellement de supporters autour, moi, je me souviens même pas à quoi ça ressemble. Il y a tellement de monde autour, ça oublie, quoi. Alors, tu te sens porté et ça te guide jusqu'à l'arrivée. Enfin, tu vois pas les kilomètres passer finalement. Non, et ouais, moi, j'ai jamais fait un marathon sans marcher, par exemple, et à chaque fois que j'ai marché, soit j'ai eu des supporters qui étaient là, allez, on enchaîne, ou alors des gens qui courent, qui s'étaient mis à marcher en même temps que moi, qui disaient, allez, on reprend, jusqu'au prochain lampadaire, allez. Et tout le monde s'entraîne, tout le monde s'entraide, c'est vraiment, c'est génial. Et je pense que pour des gens qui sont pas forcément là pour la performance comme moi, qui sont là vraiment pour le finir, pour le plaisir, c'est vraiment top parce qu'on se sent pas nul, on se sent pas tout seul. J'ai jamais été toute seule, alors que mon meilleur marathon de Dublin, je l'ai fait en 5h19. Donc, c'est pas un temps exceptionnel. C'est un temps où, généralement, sur les marathons, on se retrouve assez rapidement seul, puisque le peloton est parti. Hein. Et ben, pas à Dublin. À Dublin, 5h19, il y avait du monde autour de partout, des supporters et des coureurs. De partout. Donc, alors, c'est cool. Vraiment une fête, enfin, c'est l'esprit vraiment populaire et on porte les coureurs et on les accompagne jusqu'au bout. Est-ce que sur ces épreuves de marathon, tu te sens plus à l'aise que sur des 5, 10, 21 km? Parce que en regardant ton profil, tu as balayé toutes ces courses. Exclusivement sur route, ou est-ce que un petit attrait quand même pour le trail, malgré ce genou qui était récalcitrant et qui t'a privé de ces compétitions de roller? J'aimerais beaucoup faire du trail, j'aime beaucoup la randonnée, mais avec mon dos, le trail, c'est quand même très très compliqué. Le dévers est très compliqué. Monter, si c'est pas en dévers, ça va. Descendre, si c'est pas en dévers, ça va. Mais dès qu'il y a du dévers, c'est catastrophique et j'y arrive pas. Enfin, je suis pliée de douleur, donc je ne peux pas. La randonnée, ça le fait, mais ouais. Le trail, c'est plus compliqué. Il faudrait que je réessaye peut-être des trails courts maintenant que ma condition s'est quand même améliorée. Ce serait peut-être bien de recommencer, mais j'ai des mauvais souvenirs de douleur quand même sur trail. En combien de temps, Anaïs, tu es passée de cette pratique loisir, de ces 40 minutes, une veille de Nouvel An, à ton premier marathon ou à ta première compétition? En dehors du trail de 6 km en Bretagne. Ouais, je crois que ma première compétition de 10 km, c'est la même année où j'ai couru ces 40 minutes, mais ça devait être en octobre ou en novembre, quelque chose comme ça. Et ensuite, j'avais une copine du roller derby, justement, qui, un mois plus tard, faisait un semi-marathon en Bretagne et qui me dit, ça te dit, on le fait ensemble. J'ai vu que tu avais fait le 10 km dans ce temps-là. On peut le faire ensemble si tu veux, ça te tente. Oh ben oui, pourquoi pas. Et là, je me suis dit, oh là, c'est quand même beaucoup. Ouais. Mais bon, je viens de faire 10 km sans trop souffrir, donc ouais,
pourquoi pas. Donc j'ai fait un semi. Et après, je pense que ça a été mon erreur, c'est que ensuite j'ai enchaîné sur un marathon en me disant oh ça va le faire. J'ai réussi à faire un semi relativement facilement. Et là ça a été compliqué, ouais, compliqué. Mais quelles ont été justement ces difficultés, enfin, de basculer sur marathon directement? Je me rendais pas compte à quel point c'était un chantier. J'avais pas regardé les profils de course. Enfin, à cette époque, j'avais toujours pas de montre GPS, rien hein, pour m'entraîner. Bon, après le marathon, c'est arrivé qu'un an plus tard, mais quand même, j'ai fait un entraînement que j'avais trouvé sur un magazine running qui était pas du tout adapté pour moi. Ouais, je m'étais pas rendu compte du chantier et surtout. Ouais, j'avais pas regardé du tout le profil de course, le nombre de personnes inscrites sur le marathon et choses comme ça, et je me suis retrouvée toute seule très rapidement, et c'était hyper dur, quoi. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça, quoi. Mais par contre, après, je me suis dit, bon, allez, faut que j'en refasse un. Quand même, je vais pas rester là-dessus. Mais ouais, c'était chaud. Il n'y a C'était pas eu chaud. ce côté plus jamais ça à l'arrivée. Tu as Pas vite dit. arrivé, mais ouais, au 33, 34, quand je me suis pris bien le gros mur dans la tronche, là, ouais, là, je me suis dit, mais plus jamais je fais ça. Non, mais n'importe quoi, n'importe quoi. Alors, quels ont été ces 8 marathons auxquels tu as pris part? Tu arrives à t'en souvenir avec précision? Je pense, en fait, là, mon 8e, ça va être celui que je prépare, là, qui est le marathon de Dublin, de nouveau. Alors, mon tout premier marathon, ça a été le marathon de Lyon, de Run in Lyon. Ensuite, j'ai fait Paris. Ensuite, j'ai fait Dublin. Ensuite, j'ai refait Dublin. Ensuite, j'ai refait Dublin. Ensuite, j'ai fait Dublin en virtuel pendant le Covid. Ensuite, j'ai fait Valence. Et là, je vais refaire Dublin. Donc, Dublin, quand même, c'est ton préféré. C'est celui Domicile, c'est facile. à domicile, voilà. C'est quand même chouette. Ouais, c'est chouette que ce soit à domicile quand même. Et j'ai aussi pris le départ du marathon de Genève aussi une année. En 2019 justement, j'avais pris le départ du marathon de Genève, mais je l'ai pas fini. Je courais justement le marathon de Genève pour sensibiliser à la spondylarthrite ankylosante avec un fauteuil roulant vide, et j'ai pas pu finir parce qu'il y avait trop de vent. Mais ouais, c'était cool. C'était cool. Bon, bah, là, tu me tends la perche. On a posé le mot. Donc, tu cours des marathons, des semi-marathons. Tu pratiques activement donc le running depuis de nombreuses années. Mais tu es également porteuse de ce mal, la spondylarthrite ankylosante, qui ne t'empêche pas aujourd'hui de courir. C'est même une thérapie pour toi d'avoir la course à pied comme remède pour bouger. On le disait en off, hein, plus tu bouges et finalement plus tu te sens bien. Comment c'est venu dans ta vie? Est-ce que ça l'a toujours été? Est-ce que ça a été découvert fortuitement? Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs tout ce cheminement jusqu'à aujourd'hui? Ouais, je vais partir de mon enfance, hein. J'ai toujours eu mal au dos, d'aussi loin que je me souvienne. Je me souviens aussi d'être allée au cinéma, d'avoir les genoux bloqués en sortant, de pas comprendre pourquoi j'avais mal aux genoux quand je restais dans la même position pendant longtemps. Je suis allée voir des rhumatologues, je suis allée voir des kinés. On m'a toujours dit, bon, c'est à cause du sac, c'est à cause de la légère scoliose, c'est à cause des chaussures. Enfin, voilà, plein de choses comme ça qui faisaient que c'était l'excuse de mon mal de dos. Jusqu'au lycée, et puis après le lycée, école d'infirmière. École d'infirmière, je me souviens pas trop d'avoir souffert de mon dos par-ci par-là, mais bon, rien de bien méchant, quoi. Mais jusqu'à ce jour où je me fais opérer à Brest pour des douleurs abdominales. Mais voilà, je disais, mais il y a quelque chose qui va pas. Mais ils m'ont gardé en observation 2-3 jours. En appelant mes parents, en disant il faut aller dans un hôpital psychiatrique, faudrait faire quelque chose pour votre fille, ça va pas là, c'est dans sa tête, il se passe quelque chose, mais c'est dans sa tête, on va aller l'opérer, mais on est sûr qu'on trouvera rien, c'est complètement débile, c'est vraiment pour confirmer qu'il y a rien et que c'est dans sa tête. Bon, évidemment, ils ont trouvé quelque chose, voilà, je le savais de toute façon, mais bon. Et suite à ça, comme ils ne me croyaient pas et qu'ils comprenaient pas d'où ça venait, ils se sont dit on va faire une batterie d'examens. Donc j'ai fait une batterie de scanner, IRM, bilan sanguin, etc. Et un mois plus tard, il me semble quelque chose comme ça, je suis allée chez un médecin interniste qui m'a donné mes résultats et qui m'a dit bon alors on a trouvé ci, on a trouvé ça, mais surtout
on a trouvé le gène HLA-B27 qui est souvent là quand on est porteur de la maladie spondylarthrite ankylosante. Mais bon, ouais, peut-être que vous avez ça, mais moi, je pense pas que vous ayez ça. Puis même, quand bien même si vous aviez ça, dans 10 ans, vous seriez dans un fauteuil. Donc, voilà. Et ouais, je me souviens être sortie de ce rendez-vous en 2009 et de me dire, ok, cool. Ouais, je vais continuer ma vie. De toute façon, a priori, j'ai rien, c'est dans ma tête. Et puis, il y aura pas de fauteuil. Et je pense que j'ai été dans le déni à un moment de me dire, non, va te faire voir. Je m'en fous. Et j'ai pas du tout vu ça comme un diagnostic puisque après ça n'a pas été bon. Alors, va falloir voir un rhumatologue, faire tel machin pour confirmer. Ça n'a pas du tout été ça. Ça a été juste, je vous balance ça dans la tête. Vous avez 20 ans. Profitez bien. Dans 10 ans, vous êtes dans un fauteuil. C'est dur. C'est dur. Hein. C'est dur. Là, tu as pris une grande claque, mais tu ne t'es pas laissé abattre. Finalement, tu as continué à vivre ta vie, comme tu l'as dit. Ouais. Et puis à l'époque, j'étais encore étudiante. Je faisais mes soirées étudiantes. Je profitais. Je me disais, peu importe. À l'époque, le sport, c'était pas forcément hyper important. Donc, ce qu'elle venait de me dire, ça m'affectait pas trop. Je me disais, ouais, on verra quand ça arrivera. Peu importe, rien à faire. Je sens pas grand-chose pour le moment. On s'en fout, quoi. Et puis, ouais, ça a commencé à prendre un peu plus d'ampleur. J'ai commencé à sentir que j'avais mal au dos. Mais je me souviens les premières fois où j'ai eu des crises de mal de dos, je me suis pas dit, c'est ça dont elle m'a parlé. Parce que je suis même pas, à ce moment-là, je suis même pas allée voir sur Google, ou je suis pas allée voir mon médecin traitant pour demander c'est quoi ce truc. J'ai juste retenu spondylarthrite ankylosante. Je me suis dit, on verra quand je serai prête. De toute évidence, j'étais pas prête et ça a pas cliqué jusqu'au moment où vraiment c'était pas supportable. Mais sur le coup, ouais, complètement dans le déni. Mais alors complet. Alors à quel moment tu as pris conscience que finalement c'était pas que un simple mal de dos et que l'interne que tu avais vu avait vraiment posé le bon diagnostic? C'était en 2016. Je reviens du ski, justement les vacances au ski où j'ai rencontré mon fiancé. Je rentre du ski et je sais pas, je me sens pas trop bien. J'ai mal au dos, mais bon, je vais avoir mes règles et comme on m'a souvent dit, voilà, quand vous avez vos règles, vous avez mal au dos, c'est normal. Sauf que personne te croit, donc tu t'automédicamentes et je prenais des anti-inflammatoires parce que j'y arrivais plus, quoi. Et je me souviens être chez moi couchée tout le week-end, mais vraiment pas bien, quoi. À prendre des anti-inflammatoires le lundi, je vais au travail, mais je me sens pas super, quoi. Et là, d'un seul coup, je me sens super mal. Bon, bref, je le fais rapide. Je me suis fait opérer en urgence d'un ulcère perforé de l'estomac à cause des anti-inflammatoires. Donc, les anti-inflammatoires ont explosé mon estomac. Et depuis ce jour-là, j'ai plus le droit aux anti-inflammatoires. Et là, les douleurs font surface parce que j'en bouffais des anti-inflammatoires, autant se le dire. Hein, j'en bouffais pratiquement tous les jours non-stop. Et là, j'ai plus rien pour contrer les douleurs. Le paracétamol, ça ne fait rien. Le Doliprane, ça fait rien. Le chaud sur le dos, ça ne fait rien. Et là, ça devient compliqué. Je finis mes journées au boulot, je pleure, j'arrive plus à me lever le matin. Ouais, c'est compliqué. Et heureusement, je travaillais au bloc opératoire et j'en ai parlé au chirurgien. Il y en a un, sa femme est radiologue, qui m'a eu un rendez-vous rapidement pour un IRM. J'ai réussi à avoir un rendez-vous rapidement chez un rhumato. Et ouais, fin 2016, donc quand même, hein, avec un processus rapide entre janvier 2016 et ouais, je dirais c'était en décembre 2016, j'ai eu un diagnostic de spondylarthrite. Donc 1 an pour un processus rapide, avec tous les examens. Et là, on a commencé à parler traitement. J'ai eu une infiltration des sacro-iliaques. C'est pas une partie de plaisir, mais je m'attendais à bien pire. Et ça calme pas trop, mais je vais déménager en Irlande, donc je sais pas trop quoi faire. Qu'est-ce que je fais? Mais ouais, c'est compliqué. Mais ouais, le diagnostic, ouais, ça a été fin 2016, quelque chose comme ça. Ça a été précipité par le fait que je prenais plus d'anti-inflammatoires et que les douleurs étaient vraiment là et plus cachées, quoi. Est-ce que ça t'a mis un coup au moral, cette annonce et ce cheminement avec la découverte de ce qu'était vraiment ce mal de dos, bien plus que ça finalement? Et est-ce que là finalement tu as été voir sur Google ce qu'était la spondylarthrite, ou est-ce que en tant qu'infirmière tu avais peut-être déjà
rencontré des patients frappés par cette maladie? Non, j'avais aucune notion de ce que c'était. Aucune notion de ce que c'était la spondylarthrite. Je connaissais l'arthrite, mais la spondylarthrite, j'en avais jamais entendu parler, même en tant qu'infirmière. Et ouais, non, c'était... Je dirais pas que c'était un choc au final, je pense que c'était un soulagement. Parce que je pense que la phase de déni, je l'avais déjà eue avant. Et du coup, là, c'était plutôt... je m'en fous, je veux juste savoir ce que j'ai, que je puisse ensuite avoir un traitement et que je puisse me battre parce que je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Et je pense que, ouais, je suis vraiment passée par les phases du deuil, quoi. Le déni, la colère, l'acceptation, la dépression. Je suis passée par toutes ces phases. Mais le déni, je l'avais déjà eu. Donc ça a été un choc et en même temps, ça a été un choc positif en quelque sorte. Ça a été, enfin, on va pouvoir faire quelque chose et enfin, on me croit. Enfin. Moi, c'était ma hantise. C'était que quand je sortais des examens, je me souviens sortir de l'IRM et le jour où j'ai passé mon IRM, j'avais pas trop mal. Et je me suis dit, oh, ça se trouve, ils vont rien voir et ils vont encore me dire que c'est dans ma tête. Et j'avais envie de leur dire, je peux pas revenir dans 2 jours. Je peux pas vous appeler quand j'ai mal et je reviens. J'avais tellement peur. Et quand j'ai eu le compte rendu et que j'ai vu, oui, bon, bah, il y a de l'inflammation dans les sacro-iliaques, c'est une confirmation de spondylarthrite, je me suis dit, oh, c'était pas dans ma tête. Parce qu'on me l'a tellement dit que c'était dans ma tête. Que pour une fois, il y avait quelqu'un qui l'avait écrit noir sur blanc. C'est pas dans ta tête, Anaïs, c'est pas dans ta tête. Donc pas d'hôpital psychiatrique, comme Non. te l'avait dit cette doctoresse, ce docteur. Comment s'est mis en place ensuite le traitement? Parce que pendant ce temps-là, la course à pied, tu avais stoppé totalement ou tu maintenais quand même une activité physique malgré les douleurs en étant un peu chargé d'anti-inflammatoires comme tu l'évoquais avant cette perforation de l'estomac? Je courais un petit peu, mais c'était compliqué parce que ce qui vient avec la spondylarthrite, c'est aussi la fatigue chronique. J'étais épuisée tout le temps. Il y a eu aussi le fait que avec la spondylarthrite, moi j'ai une maladie auto-immune de la thyroïde, donc le poids qui monte, qui descend, le moral pareil. C'est un peu les montagnes russes, donc c'est beaucoup de choses et c'est se rendre compte un peu aussi de mais ça c'était la maladie en fait. Et c'est vraiment des choses on se dit va peut-être falloir que j'apprenne à m'écouter parce qu'avant quand on me disait que c'était dans ma tête, ben je l'ignorais, mais maintenant je peux plus ignorer. Donc est-ce que je vais courir quand j'ai mal ou pas? Et ça a mis du temps, hein. Ça a mis du temps à venir. C'est la première année, ça a été un peu une traversée du désert. C'est aller courir quand je peux, rentrer en ayant super mal. Du coup, ne pas oser aller courir, mais du coup avoir encore plus mal puisque j'ai pas bougé. Ouais, ça a été un peu. J'ai quand même continué à courir, mais je me souviens, avoir pleuré tellement de fois au boulot en me disant mais j'y arriverai jamais. Enfin. Ouais, c'était compliqué. Évidemment, j'ai pas repris le roller derby. C'était trop compliqué parce que surtout le roller derby, bon, c'est un sport de contact. Donc tu te fais mal. Ben, qu'est-ce qu'on te prescrit? Des anti-inflammatoires. J'ai plus le droit aux anti-inflammatoires. Je me fais une entorse. Tant pis, hein, faut que t'aies mal. Mais j'ai déjà mal. Donc je veux pas avoir plus mal. Donc c'était un peu, à double tranchant, mais ouais, c'était comme ça. Et pendant 1 an, ouais, la traversée du désert. Après, j'ai eu cette inflammation au sacro-iliaque. J'avais demandé si c'était pas possible de faire quelque chose, que je repartais au ski et je voulais vraiment pouvoir skier ou pouvoir faire quelque chose. J'avais pas besoin de skier tous les jours, mais je voulais pouvoir profiter de mes vacances. Et du coup, j'ai eu cette infiltration au sacro-iliaque 1 semaine avant de partir au ski et j'ai vraiment senti une différence pendant 3 mois, ce qui m'a tenue jusqu'au moment où j'ai déménagé en Irlande. Puis après, le temps de retrouver un médecin, etc. Ouais, ça a été long, mais je venais de déménager en Irlande, donc c'était pas ma priorité de courir. Je courais par-ci par-là, mais bon, je préparais rien de spécifique, quoi. C'était vraiment, c'était un peu en mode survie, beaucoup de choses qui arrivent en même moment, donc ouais, c'était différent, quoi. Par quels moyens tu arrivais à contrer les douleurs? Tu disais, Doliprane, si on peut les citer, ça ne fait rien. Pas d'anti-inflammatoire. On serre les dents? On serre les dents et les bains chauds. Les bains chauds. Ah ouais, ça j'en ai consommé des baignoires. Ouais, je sais que c'est pas bon pour l'écologie, mais si je voulais réussir à marcher ouais, bains chauds. Les bains chauds. C'était vraiment ça. Et puis me rouler en boule aussi. Juste être en boule, les étirements et encore. Ouais. Et serrer les dents. Parce que
de l'extérieur, quelqu'un qui te croise dans la rue, on ne voit rien. C'est une maladie un petit peu invisible qui est fortement donc douloureuse. Par quoi ça se manifeste en dehors de ces inflammations? Est-ce qu'il y a d'autres signes qui peuvent être gênants pour vivre normalement? Ouais, ben là, je vais parler de la dernière fois où j'ai vraiment eu une grosse crise. C'était vraiment, j'ai carrément appelé un de mes collègues au bloc opératoire en cardio, un cardiologue, en lui disant, je pense que je fais une crise cardiaque, je sais pas, il y a un truc qui va pas, j'arrive pas à respirer, ça me bloque la poitrine, j'ai super mal, etc. On a fait des examens, et en fait, c'était juste que j'avais de l'inflammation dans ma cage thoracique et que j'arrivais plus à respirer complètement. Enfin, j'étais tout le temps sans capacité pulmonaire parce que je pouvais pas gonfler mes poumons complètement, ça me faisait mal, j'avais mal au dos. Je me souviens avoir eu des journées où je marchais sur la pointe des pieds puisque mes talons étaient inflammés, donc je ne pouvais pas poser mes talons par terre. Des journées où il faut que je porte mes lunettes de soleil le soir parce que même les lumières le soir, la nuit sont trop fortes. C'est des uvéites. En général, quand on est en crise, il y a ça. La fatigue chronique, c'est beaucoup de choses. Bon, des migraines, des douleurs dans les doigts, un peu des raideurs le matin pour se déraidir. Parfois, c'est 1 heure à 2 heures où on marche comme une mamie, quoi. Enfin, ouais, vraiment. Il y a des jours où je partais au travail, où je rentrais du travail, mon fiancé avait besoin de m'habiller ou de me déshabiller, de m'enlever mes chaussures. J'avais un bâton de trail, pas du tout pour faire du trail, hein, mais à côté de mon lit pour réussir à me lever la nuit pour aller aux toilettes si j'avais besoin. Fallait qu'on me sorte de la baignoire, fallait qu'on me sorte de la douche, fallait qu'on me relève des toilettes. C'est pas une qualité de vie, quoi. Et puis 2 semaines plus tard, ça va. Et puis ça revient. Et puis ça reva. Et puis ça revient. Mais c'est dur, ça prend une claque à chaque fois de se sentir diminué et de pas forcément avoir... On a des contrôles de certains symptômes, mais on n'a pas les contrôles de la crise. On peut tout faire bien et la crise va revenir. Et c'est ça qui est dur, c'est de se dire ah tiens, elle arrive et c'est une grosse claque dans ta tronche parce que tu te dis mais attends, mais j'ai fait tout ce qu'il y a dans le livre de comment ne pas avoir de crise et pourtant je l'ai cette crise. C'est pas juste. Mais non, c'est pas juste. Mais c'est comme ça. Avec des intensités différentes, des petites, des moyennes, des grosses crises qui te mettent vraiment totalement à plat, sans qu'il y ait de régularité. Il n'y a pas de cycle, il n'y a pas de rythme en termes de survenue de ces crises. C'est vraiment aléatoire. Ouais, complètement. Après, il y a des moments, voilà, on écoute son corps et on se dit oula, j'aurais peut-être pas dû pousser. Et puis 2 jours plus tard, on a mal, on se dit bon, je sais. Mais en général, ça provoque pas une crise, ça provoque plutôt 1 ou 2 journées où on n'est pas bien. C'est pas vraiment une crise. Les crises, c'est vraiment quand on est une semaine. Je me souviens l'année dernière, j'ai eu une crise où, cette crise où j'avais du mal à respirer, mais pour manger, j'étais à 4 pattes sur le sol parce que j'arrivais pas à me tenir debout, ça me faisait trop mal et je pouvais pas être assise. Donc j'étais à 4 pattes, mon assiette sur le sol et en train de manger comme un chat dans sa gamelle, quoi, parce que je ne pouvais rien faire d'autre. Et ça, c'est quand même... c'est chaud, quoi. C'est chaud. Et dans ces moments-là, tu repenses peut-être à ces 10 années de répit que l'on te donnait. Est-ce que le fauteuil, tu l'as déjà envisagé? Est-ce que tu as dû avoir justement recours au fauteuil pour te déplacer parce que tu te dis, bon là, c'est plus possible? J'ai jamais eu recours au fauteuil. Mais il y a un moment, j'ai cru que ouais, ça arrivait, que c'était... Ça y est, ça arrivait. C'était début 2018. Là, j'étais vraiment en crise. C'était très très compliqué. J'avais regardé les déambulateurs, ceux qui se déplient où on peut s'asseoir si jamais c'est trop dur. Enfin, ouais, j'en étais à ce point-là et c'était vraiment dur, quoi. C'était le bâton de trail, ça suffisait plus. Et c'est là que mon rhumatologue m'a dit bon, va peut-être falloir passer au traitement supérieur, aux anti-TNF, et c'est ce que j'ai maintenant. Et ça a été la délivrance. Quelle est finalement, l'administration de ce traitement? C'est quelque chose que tu prends quotidiennement? Ce sont des médicaments, des aiguilles que tu plantes dans ton corps pour administrer ces médicaments? Est-ce que c'est contraignant?
C'est relativement contraignant. Alors moi, le traitement, il y a beaucoup c'est ce qu'on appelle des biothérapies, c'est des anti-TNF. Donc en fait, en gros, ça enlève toute l'inflammation de notre corps, mais ça nous rend aussi immunodéprimés. Donc on est plus à risque aux infections, etc. Enfin, on n'est pas plus à risque d'avoir une infection, mais si on a une infection, elle est plus à risque de se dégrader. Donc par exemple, je suis pas plus à risque d'avoir la grippe, mais si j'ai la grippe, je suis plus à risque d'aller vers une pneumopathie, d'aller vers une pneumonie, etc. En gros. Et donc moi, celui que j'ai, ça s'appelle Benepali et c'est une injection que je me fais toutes les 2 semaines sur la cuisse. C'est un traitement qui doit être réfrigéré. Donc quand on voyage, si on fait des longs voyages, par exemple en avion, parfois ils acceptent pas de prendre le traitement. Faut toujours avoir sa petite glacière, des choses comme ça. Mais d'un côté, c'est moins contraignant qu'une crise de spondylarthrite, donc c'est pas grave. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Mais voilà, je me souviens qu'au début, c'était hyper compliqué parce que j'avais les stylos pré-remplis et du coup, ça fait juste une grosse décharge et ça envoie tout le produit d'un coup. Ça me brûlait, j'avais des bleus et depuis que je suis passée aux seringues pré-remplies, c'est moi qui gère la vitesse en fait d'injection. Ça m'a changé la vie, j'ai plus peur. Enfin, c'est pas une partie de plaisir, mais c'est moi qui gère, donc c'est pas grave. Donc, plus d'inflammation, ça veut dire que à l'effort, tu ne ressens plus les douleurs. Ça peut-être a des intérêts. Là, c'est second degré. Hein. Attention à ce que je dis. Non, mais t'as raison. Il faut quand même faire attention parce que malheureusement, alors l'inflammation, elle est là pour une raison. L'inflammation, elle est là, c'est un symptôme de notre corps, c'est un signal de notre corps qui me dit eh oh, arrête-toi. Youhou, ce serait bien que tu t'arrêtes. Et l'inflammation est très importante pour cicatriser. Par exemple, si on se fait une entorse, l'inflammation, elle est là pour que le tendon, il commence à cicatriser. Le problème, c'est que si tu n'as pas d'inflammation, tu vas cicatriser beaucoup plus lentement. L'année dernière, je me suis fait une toute petite blessure au genou pendant le marathon de Valence. La plupart des gens, ça aurait été réglé en 1 à 2 semaines. Ça m'a mis 3 mois. Parce que j'ai pas d'inflammation. Du coup, mon corps, il comprend pas qu'il faut qu'il cicatrise, etc. Donc c'est un des mauvais côtés. Faut pas se faire mal. Faut pas se faire mal. C'est plus compliqué de cicatriser sans inflammation. Mais grâce à ce traitement, tu as pu reprendre une activité physique. Alors, pas normale, parce que tu le dis, il y a de la fatigue, il y a des moments où c'est un peu up and down, du très très gros moral, et puis peut-être quand la crise est là, ça te plonge un petit peu dans des mauvaises passes. Mais globalement, tu arrives quand même à garder une activité, on va dire assez régulière avec ces injections. Ouais, alors au tout début, ça a mis 3 mois quand même à faire vraiment effet cette injection. Donc les 3 premiers mois, je me suis dit allez, je me force, je vais courir 5 minutes et le reste je vais marcher. Et au fur et à mesure, j'essayais d'augmenter et mais je me souviens la première fois où je me suis dit ça y est, ça marche. J'avais une soirée et c'était juste 3 mois après ma première injection. J'avais une soirée avec des copains et je me suis dit je vais juste essayer de mettre ces petites bottes-là qui ont un petit talon. J'avais pas pu porter de talon depuis si longtemps tellement j'avais mal au dos. Et je me suis dit, je vais essayer, on va voir si je tiens la soirée. C'était 2 heures. Hein. J'ai tenu la soirée et j'ai même réussi à danser. Et là, je me suis dit, ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça y est, ça marche. Et c'était vraiment... c'était top. Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur... allez, maintenant, on peut s'y remettre. Bats-toi, t'aimes courir, bats-toi pour courir et c'est parti quoi. Et c'est parti et c'était chouette comme moment de réaliser que ça marche. Ouais. Et aujourd'hui, aller courir pour le plaisir sans avoir de douleur, tu le disais, ça te fait du bien. Tu restes une journée assise dans le canapé, tu vas être vraiment difficilement transportable, alors que si tu vas courir ou faire du sport, tu pratiques aussi l'activité en salle de sport. Je voyais sur une de tes petites vidéos, tu disais finalement j'étais pas très très bien avant de partir et au retour ça m'a fait le plus grand bien et je me sens vraiment bien dans mon corps après avoir fait 1 heure d'activité physique. Donc ça fait partie aujourd'hui de ta philosophie de vie, dire je bouge, dès que je peux faire du sport, j'y vais. Ouais, complètement. Par contre, c'est vrai que parfois c'est compliqué. Enfin, hier, j'étais vraiment fatiguée. Et le problème de la fatigue chronique, c'est que parfois on est tellement fatigué, mais on n'arrive pas à dormir.
Et en ce moment, bon, je suis pas dans une crise, enfin, je suis à la fin d'une crise, je sens que c'est la fin, mais je suis quand même bien fatiguée. J'ai du mal à dormir, mais du coup, j'ai envie de faire des siestes et j'arrive pas à dormir. Et hier, c'était vraiment une journée, j'ai passé une grosse partie de ma journée dans le canapé, j'ai essayé de bouger un peu et j'avais pas envie d'aller au sport. Je me suis dit non, j'ai pas envie. Et je me suis dit non, mais je le sais, il faut que je me fasse violence, ça va me faire du bien. Et ça m'a fait du bien. Je suis revenue, j'avais plus mal. Du coup, je suis même partie pour marcher un petit peu. Enfin, voilà. Mais c'est ça le plus dur, en fait, c'est d'être dans un état de douleur et de se dire, j'y vais quand même. La plupart des gens commencent une activité physique en se disant, wouh, ça va être trop cool. Ils vont arriver plus fatigués à la fin que quand ils sont partis. Moi, c'est plutôt l'inverse. Ça recharge un peu mes batteries. C'est ça qui est très très bizarre et c'est dur quand même c'est un peu comme si vous partiez courir à chaque fois quand vous êtes en gueule de bois. C'est un peu ça en fait. Personne n'a envie de courir quand on est en gueule de bois. Personne n'a envie d'aller à la salle quand on est en gueule de bois. Ben quand on a la spondylarthrite, moi c'est le sentiment que j'ai, c'est un peu la gueule de bois, mais il faut quand même y aller quoi. Faut quand même y aller. Ouais. Donc un peu comme dans un trail, c'est jamais linéaire. Il y a des jours où ça va, des jours où ça va pas, des montées, des descentes. Mais malgré tout, tu as réussi à apprivoiser cette douleur, à vraiment déceler quand ton corps t'envoie un signal, d'être beaucoup plus attentive malgré le traitement qui bloque peut-être certaines terminaisons nerveuses et qui te coupe de ces prémices de crise. Mais tu arrives quand même à la juguler et à dire bon. Là, je sais que ça va arriver, donc je vais faire en sorte qu'elle ne prenne pas trop de place. Ouais, complètement. C'est ça aussi l'un des atouts de la spondylarthrite, parce qu'il y en a un, c'est que j'ai appris à écouter mon corps, mais comme jamais. Et je pense que mon corps, je le connais. Il y a des jours où je me dis, mon dos, c'est pas ça. J'ai pas encore mal, mais je sais que ça va venir. Je le sens. Et il y a des jours où je sais où non, aujourd'hui, faut que j'aille me coucher. Faut que j'aille me coucher. C'est une journée où je vais passer coucher. Je sais que le sport, ça ne fera rien. Mais j'ai mis 5 ans à comprendre comment ça fonctionnait pour moi. Parce que chacun est différent. C'est pour ça, parfois, quand j'ai des personnes sur les réseaux qui viennent me demander oh, mais comment tu fais? Alors, j'ai appris à écouter mon corps, c'est ce que je leur dis. Parce qu'il y a des jours où je le sens, je me dis ah non, aujourd'hui, il faut que j'aille bouger. Et c'est pour ça, parfois, j'arrive à aller courir, j'arrive à aller à la salle et aussi à aller marcher dans la même journée. Parce que je sais que c'est un jour où si je m'arrête, là, je vais avoir mal. Et le lendemain, je ne paye pas. Le lendemain, ça va mieux parce que j'ai fait ça la veille. Mais par contre, la veille, j'en ai chié pour le faire. Mais je l'ai fait. Et c'est ça qui est bien, c'est que ouais, j'ai vraiment appris à connaître mon corps. Et ça fait une sacrée différence. Alors, évidemment, je me suis pris des claques pendant 5 ans en me disant « Ah oui, je vais aller courir aujourd'hui, je suis sûre que ça va me faire du bien. » Et puis tu rentres, t'es à 4 pattes et là, tu fais « Oh non, pourquoi j'ai fait ça ?» Mais c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend et c'est la vie et c'est comme ça, mais ouais, c'est important de connaître son corps et j'aurais bien aimé écouter mon corps avant même d'avoir la spondylarthrite. Bon, après, il m'arrive parfois de pas forcément écouter mon corps ou de l'écouter trop. Genre là, en ce moment, je suis en crise, mais c'est plutôt, on va dire que c'est plutôt du positif, dans le sens où je suis en crise parce que au lieu de prendre mon traitement régulièrement, j'ai un peu, j'étais oh, j'ai pas mal en ce moment. Ouais, je vais pousser 2-3 jours, ça va pas faire une différence. Sauf qu'au bout d'un moment, tu te rends compte que t'es censé te piquer toutes les 2 semaines et que là, ça va faire presque 4 semaines, tu t'es pas piqué et puis 1 mois plus tard, t'es là, oh non, pourquoi j'ai mal au dos? Ah oui, ah bah oui, ah bah oui. Donc bon, voilà, hein. On apprend tous les jours. Donc là, je suis repartie régulière, à fond. Sérieuse, avec beaucoup ouais, voilà. Et de je me rythme. dis, je préfère avoir une crise parce que je pensais que j'allais super bien plutôt que d'avoir une crise alors que j'ai tout fait bien et qu'au final, non, ça va pas. Là, bon, c'est ma faute, c'est que du positif. C'est pas grave. Alors, tu le disais par rapport au réseau. Est-ce que tu reçois des messages ou peut-être dans ton entourage, hein, des gens qui vont dire bon Anaïs, le sport c'est bien, mais t'en fais peut-être un petit peu trop, ou il faudrait peut-être se modérer parce que c'est peut-être pas raisonnable. T'as envie de leur dire quoi dans ces moments-là? Je leur dis que déjà c'est leur façon de penser et que moi le sport c'est hyper important pour moi et que malheureusement je le sais aussi que ça peut s'arrêter comme ça
Ça peut s'arrêter demain pour un temps indéterminé, peut-être même indéfiniment, j'en sais rien. Donc, chaque jour qui arrive pour moi, si j'ai envie d'aller courir, je vais aller courir. Si j'ai envie d'aller à la salle aussi, oui, je vais aller à la salle. Est-ce que c'est une obsession? Oui. Oui, mais parce que, en fait, ça fait plusieurs années maintenant que je fonctionne en me disant, si demain je devais vraiment être dans un fauteuil roulant quand on me l'a dit, est-ce qu'il y a quelque chose que je vais regretter que j'ai pas fait? Et si ma réponse, elle est non, dans ce cas, c'est cool. Si ma réponse, c'est oui, dans ce cas, je vais aller faire ce truc que je vais regretter si je suis en fauteuil roulant. Alors, quels seraient tes autres défis là à relever parce que tu dis ça te pousse. On ne te le souhaite pas et je ne te le souhaite pas. Il faut que tu cours et que tu fasses tout ce que tu as à faire sur tes deux jambes pour les 20-30 prochaines années de ta vie. Mais si demain, on t'annonçait cette terrible nouvelle du fauteuil, là, dans les 6 mois, dans l'année, dans les 2 ans qui viennent, qu'est-ce que tu aurais envie de réaliser comme défi? Je vais faire le Kilimandjaro. C'est le défi. Je devais le faire en 2020. Évidemment, il y a eu le Covid. Du coup, ça a été reporté à 2021. Évidemment, il y a eu toujours le Covid, donc ça a été reporté. Et en 2022, en fait, avec mon fiancé, on a décidé d'avoir un projet bébé. Et quand on a une maladie comme la spondylarthrite, je peux pas combiner les deux. Là, on se concentre sur faire un bébé et ensuite on verra pour le Kilimandjaro. Mais ça, c'est sûr, c'est le défi sportif que je veux faire. Ouais. Donc le fiancé qui porte le sac et toi qui crapahutes sur ce Kilimandjaro. Disons que je porte un sac un peu plus léger que lui. Et c'est ça. Bon, en tout cas, ça s'entend donc dans l'épisode, ça se voit là à la caméra quand on enregistre. Tu as le sourire. Où est-ce que tu tires toute cette énergie, toute cette force? Encore une fois, je me dis que demain tout peut s'arrêter, d'un côté la spondylarthrite, ouais, ça a été une grosse claque, mais ça m'a apporté tellement de choses dans ma vie. Enfin, je pense que si j'avais pas eu la spondy, j'aurais peut-être pas eu une communauté aussi forte sur les réseaux sociaux. Du coup, j'aurais peut-être pas forcément été ambassadrice Brooks. J'aurais peut-être pas forcément fait toutes ces courses. J'aurais peut-être pas eu il y a plein de choses que j'aurais peut-être pas fait si j'avais pas eu la spondylarthrite, si j'avais pas eu cette ouverture d'esprit et surtout, que j'ai ouvert mes yeux en me disant ah mais c'est ça la vie. Effectivement, on en a qu'une. Pourquoi j'attends pour faire des choses qui vont me rendre heureuse? Et je pense que ouais, c'est ça en fait. C'est pour ça que j'ai le sourire, c'est que j'ai pas toujours le sourire, mais ça sert à rien d'être malheureuse sur un truc que je peux au final contrôler. Je suis maître de ma maladie, je suis obligée de cohabiter. La spondylarthrite, c'est un peu comme la coloc. Bon, que t'as vu vite fait pendant la visite, tu te dis elle va être sympa et puis en fait c'est vraiment une casse-couille. Elle te prend tes trucs dans le frigo, elle te prend tes fruits. Elle fait pas le ménage, elle descend pas les poubelles. Mais bon, tu sais quoi, t'aimes bien ton appartement, donc c'est pas grave, tu cohabites. Et puis tant pis, tu fais les poubelles un peu plus qu'elle. Tant pis. Tu vas faire des trucs, tu vas faire ton frigo qu'une fois par semaine parce que tu veux pas qu'elle te pique tes trucs pour ton mois. Tu t'adaptes parce que t'aimes bien l'appartement. C'est pareil, la spondylarthrite. Ouais, j'ai la spondy. Ouais, mais j'aime courir encore plus. Donc, si je veux courir et continuer aussi à la salle au CrossFit, à un moment, il faut que je me bouge les fesses, que j'aille marcher, que j'aille courir, que j'aille à la salle, parce que c'est ça que je veux. Peut-être que si je voulais faire autre chose, ce serait différent. Mais c'est ce qui m'anime, c'est le sport. Et du coup, ouais, j'ai le sourire parce que c'est moi qui contrôle la spondylarthrite maintenant. Et quel message tu voudrais passer à des personnes qui, comme toi, auraient des douleurs que l'on pourrait qualifier de fantômes, des douleurs pour lesquelles les médecins ne trouvent rien? Qu'est-ce que tu leur dirais de faire? Qu'est-ce que, je sais pas, le protocole à suivre pour peut-être aller mettre le doigt justement sur ce mal que les médecins ne veulent peut-être pas voir ou pensent être des maladies mais qui ne sont pas en lien avec ce que peut être la spondylarthrite? Devenez embêtant, devenez harcelant. Trouvez des professionnels de santé qui vont vous croire. Ça peut commencer par un kiné qui va dire oula, moi je pense que ça peut être ça, et qui vous croit et qui entend vos douleurs et qui va peut-être vous recommander quelqu'un
un autre médecin que celui que vous voyez, un autre rhumato, un autre gynéco, peu importe le mal que vous avez, qui va vous dire lui il est très bien, lui il est très bien, ou oh t'es avec elle, changez de médecin. Vous n'avez pas à être loyal à un médecin. J'ai changé 3 fois de médecin avant de trouver le médecin qui m'a dit bien sûr que tu peux courir avec la spondylarthrite. Comment? T'arrives à courir 10 km en moins d'1 heure? Non mais c'est incroyable. Bien sûr tu peux continuer. C'est ce que j'ai fait. Faites ça. Continuez. Moi, j'ai dû insister à mort auprès de mes collègues chirurgiens, etc., pour avoir des rendez-vous pour mes IRM, etc. J'ai eu de la chance parce que j'étais dans ce milieu. Mais trouvez des gens. Allez chez le kiné. Allez sur des groupes de parole. Bon, parfois les forums, c'est pas le... Voilà. C'est très, très déprimant. Moi, j'étais partie de tous les forums sur Internet parce que c'était très, très déprimant. Par contre, il y a des super plateformes. Il y a Mapato, par exemple. Il y a des super plateformes de médecins qui sont recommandées. Et je vous invite à aller voir ça. Changez de médecin. Vous n'êtes pas obligé de rester avec le même médecin. Et insistez, insistez, insistez. Faites un carnet aussi avec vos douleurs. Un suivi de vos douleurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien beau de se dire « Ah, aujourd'hui, j'ai mal. » Et puis quand vous allez voir le médecin dans 2 mois, « Est-ce que vous avez eu mal ?»« Oui, j'ai eu un peu mal. » Mais quand? Et là, vous amenez votre carnet. Alors... Le 18, j'ai eu mal au bas du dos. Le 19, j'avais mal au talon en plus du bas du dos. Le 20, j'ai pas réussi à me lever. Vous avez tout marqué. Faites ça. Tracez. Moi, j'en ai plus besoin maintenant parce que tout simplement. Mais tu l'as fait. Tu l'as fait pendant de nombreuses années. Comme ton carnet d'entraînement, c'était ton carnet de Spondy. Ouais, je l'ai fait. Je m'étais fait une sorte de bullet journal où j'avais les jours en rouge, c'était les jours où j'avais pas réussi à me lever. Les jours en jaune, enfin voilà, je m'étais fait un système et puis j'avais des sortes de bonhommes dessinés sur le côté et je marquais où est-ce que j'avais eu mal, des choses comme ça. Et j'apportais ça jusqu'au jour où j'ai eu le traitement. Et puis là, je l'ai continué jusqu'à voir si le traitement marchait ou pas. Et puis après, j'ai peu à peu laissé tomber. Mais ouais, un suivi de douleur, c'est hyper important pour ramener à votre médecin. Parce qu'entre ce qu'on se souvient et ce qu'on va dire au médecin, c'est différent. Vaut mieux avoir ton carnet où tout est marqué. Et même dans l'échelle de douleur, ça doit pas être facile de se dire entre 0 et 10, parfois c'est ce qui est utilisé, même pour nous coureurs, par rapport à la difficulté d'une séance, n'étant jamais peut-être allé jusqu'à 10 et ne pouvant pas peut-être aller jusqu'au bout de ce que notre corps est capable de supporter, c'est difficile de dire je suis à mon maximum ou je suis à 10. Donc là, pour toi, la douleur, ça doit pas être facile non plus à appréhender, même si avec l'expérience, tu l'as dit, tu arrives à repérer beaucoup plus facilement ces seuils de douleur. Complètement. Sur l'échelle de douleur de 0 à 10, il y a une façon facile de se souvenir pour savoir à peu près comment se jauger. 0, évidemment, c'est pas du tout douleur. 10, c'est douleur horrible. 5, en général, c'est la douleur où, si vous étiez à la maison, peut-être que vous prendriez un Doliprane. Je dis bien un Doliprane. Donc, en gros, en dessous de 5, c'est je suis à la maison, mais juste le fait d'être allongé, ça me fait du bien, donc je prends rien. En gros, c'est ça. Au-dessus de 5, c'est que ça devient sérieux parce que vous avez vraiment besoin de quelque chose pour vous soulager. Et 10, ça veut dire que ce que vous avez pris ne vous a pas soulagé. En gros, moi, c'est comme ça que je le jauge. En général, c'est ce qu'on dit ça aussi en tant qu'infirmière. Moi, c'est ce que je disais à mes patients. Voilà. Et évidemment, le souci avec la spondylarthrite, moi, ce matin, je me suis réveillée avec des douleurs. J'étais à 6, quoi. Et j'ai dû prendre quelque chose. Et là, tout de suite, je suis à 0. Mais du coup, il faut faire attention parce que c'est pas un vrai 0 puisque j'ai pris quelque chose. Enfin, voilà. Faut toujours faire attention un peu... Voilà. Mais en gros, c'est ça la jauge. C'est 0, pas mal du tout. 5, j'hésite à prendre quelque chose. 10, la douleur n'est pas passée alors que j'ai pris quelque chose pour me soulager. En gros. Et autour de cette communauté qui te suit sur Instagram, je pense principalement, quels sont les échanges? Est-ce que les gens viennent parce que tu fais du sport ou parce qu'il y a cette petite pastille spondylarthrite ankylosante? Quels sont les retours que tu as et qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que ça te nourrit également dans ton quotidien? Ouais, ça me nourrit complètement, ça c'est sûr. Quand j'ai créé mon compte Instagram au tout début, c'était vraiment pour perdre du poids, pour me motiver. C'était vraiment au tout début du body positive, perdre du poids, etc. Et après, j'ai eu ce diagnostic et j'ai commencé à courir et j'en avais parlé un petit peu, etc.
Et c'est vrai que je me suis retrouvée assez vite avec une communauté qui courait plutôt. Et après, j'ai vraiment commencé à parler plus de la spondylarthrite. Et là, je me suis retrouvée avec des gens qui courent et qui ont la spondylarthrite ou une autre maladie invisible. Donc, je dirais que ma communauté, ouais, elle est un peu éclectique. Il y a des gens qui courent et qui cherchent de la motivation, puisque moi, je suis plutôt une coureuse plaisir. Bon, récemment, j'ai eu le feu vert de mes médecins pour aller chercher un peu plus de vitesse. Donc, je cherche un peu plus la performance à mon niveau. Mais avant tout, c'est le plaisir. Enfin, je pense pas que si à Copenhague, mon prochain semi, là, dans 2 semaines, si je fais pas de record, ce sera pas grave pour moi. Le principal, c'est que je finisse sans douleur, etc. Mais je pense que c'est ça, en fait. Ma communauté, c'est une communauté vraiment bon enfant, bienveillante sur le plaisir de courir et évidemment avec une maladie invisible et le fait que je sois honnête sur les jours où ça va et les jours où ça va pas. Je pense que ça aide aussi. Ça leur montre que, ben oui, c'est possible, quoi. C'est faisable. C'est dur, mais c'est Oui, faisable. tu es sans filtre. Tu montres vraiment la réalité. C'est Anaïs brute quand ça va pas. Tu ne caches rien. Ouais, complètement. Et même récemment, enfin là, du coup, comme je le disais, je suis en fin de crise. J'ai demandé à mon fiancé de prendre des. Enfin, parfois, je pense pas forcément à lui demander de prendre des vidéos de moi quand ça va pas ou quand je marche et que je boite. Et c'est vrai que c'est des choses que j'avais pas forcément. Et je me suis dit, ben, ce serait peut-être bien que je commence à faire ça, parce que là, en ce moment, je me montre beaucoup quand je cours, quand ça va, mais quand ça va pas, je fais juste des stories en disant ça va pas, mais les gens ne voient pas à quel point ça ne va pas. Et je pense que pour des gens qui sont en crise et qui n'ont pas forcément le soutien que moi j'ai, ou la force que moi j'ai, parce que je connais mon corps et je sais que ça va passer, j'ai un traitement, j'ai un rhumato qui me suit, c'est différent que quelqu'un qui est en attente de diagnostic ou en attente de traitement, qui se dit oh là là, mais je suis trop nulle, elle arrive à courir. Ouais, hello, attends, ça fait 5 ans que j'ai un traitement, même plus, ça fait 5 ans que j'écoute mon corps, ça fait que 6 mois que j'ai le droit de courir vite, on se calme, ça a mis du temps. C'est pas grave. Et je pense que c'est important de montrer ces côtés-là, ces vrais côtés où, ouais, ça va, et puis parfois ça va pas. Mais en général, ça va. Donc là, avec un peu de vitesse, tous ces chronos affichés vont tomber alors. Tu es optimiste. Ben, là, ouais, bah là, cette année, pour le moment, tous mes chronos sont tombés. Donc, ouais, c'est assez cool, c'est incroyable. J'atteins des vitesses que je ne pensais pas pouvoir atteindre. Il faut savoir que plus je cours vite, en général, plus je le sens sur mon dos quand même. Faut le savoir. Vu que le dos est raide, tu le sens dans les jambes. Du coup, ta foulée, elle est pas pareille, ce qui fait que ça te déstabilise un peu. Donc, tu peux avoir un peu mal au dos, comme tout coureur. Mais du coup, avec l'arthrite, beaucoup plus. Mais c'est vrai que là, ouais, j'ai atteint des vitesses qui pour moi étaient impensables. Enfin, j'ai pété tous mes chronos de avant le diagnostic, ce que je pensais pas. Donc, ouais, c'est cool. C'est cool. Alors, quelles seront finalement tes actualités jusqu'à la fin de cette année 2022 Copenhague, donc dans 15 jours. Ensuite, ouais. alors Dublin, tu as dit... C'est fin octobre, Dublin, le dernier week-end d'octobre, le 30 octobre, il me semble. Voilà, je vais essayer de passer sous la barre des 5 heures, voire même 4h30. Mon coach, alors j'ai un coach running maintenant, il me dit que je pourrais le faire en 4h30. On verra. Le truc avec la spondylarthrite, c'est que c'est un peu le double effet qui se coule du mur. On a le mur du marathon, puis on a le mur spondy aussi parfois, qui arrive, où ton corps, il te dit non, va te faire voir. La spondie, elle est là. Non, ce sera pas aujourd'hui. Ça arrive. Faut accepter, hein. Mais par exemple, quand j'ai fait mon semi à Genève, c'est le tout premier semi où j'ai pas eu à marcher parce que j'ai eu mal au dos, ou où j'ai pas eu à m'arrêter pour m'étirer un petit peu le dos. C'est la toute première fois de ma vie où j'ai réussi à faire ça. Donc ça, c'est cool. C'est cool. Donc ouais, Copenhague. Après, j'ai la Runmate le week-end suivant. C'est une course en relais autour du lac Léman. On fait tout le tour du lac Léman. On est une équipe de 8. Et ben voilà, faut qu'on court le plus vite possible. Et pareil, j'ai Stéphanie et Kevin de la Team Brooks qui seront là également, qui étaient là au semi de Genève. Donc c'est cool, ça va être une belle aventure. Et puis après, j'ai le marathon de Dublin. Et puis après, on verra.
Et puis professionnellement, un autre envol, parce que tu l'as dit en préambule de cet épisode, tu abandonnes donc la blouse d'infirmière pour d'autres horizons. Complètement. Donc là, je vais rejoindre le business de mon fiancé qui est dans l'investissement immobilier. Et aussi à côté, j'ai fait une formation de community manager. Donc je fais ça à côté aussi, mais je me concentre plus principalement sur l'investissement immobilier. Voilà. Et puis de continuer à faire vivre ta communauté et de parler de la spondylarthrite. Complètement. Ça, c'est hyper important. Ouais. Ouais. Après, voilà, le métier d'infirmière, je l'oublie pas. Hein. J'aimerais bien aller faire des missions humanitaires, vu que maintenant j'aurai plus le temps. Je travaille à la maison, donc c'est différent. Si je peux faire des missions humanitaires, je le ferai, mais je pense que je travaillerai plus en hôpital. Ça, c'est sûr. Eh bien, grand merci Anaïs de t'être livrée avec sincérité et spontanéité autour de cette maladie qui ne t'empêche pas donc de pratiquer la course à pied. Donc, je te souhaite de beaux objectifs pour cette fin d'année 2022. Merci beaucoup. Et puis, courage à tous ceux qui sont en attente de diagnostic ou pas. Et puis, ça va aller. Et puis, à tous ceux qui essayent de péter des chronos, allez-y, foncez. Eh bien, merci à toi. Et pour les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire. Ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.